bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je suis trop content de revenir pour une Malte Academy. Merci Céline pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Effectivement, je viens aujourd'hui vous partager quelques tips parce que je suis ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle un social business developer. Et donc, je fais du développement commercial. Et en fait, j'utilise les méthodes de sales, de vente et de marketing d'impact social pour pouvoir accompagner des organisations. Donc, ça peut être des freelances aussi, des entrepreneurs ou des organisations à impact. Je travaille beaucoup avec du service public ou des startups engagées, des associations. Et donc, l'idée, c'est d'allier les méthodes classiques de vente à des logiques d'innovation sociale pour pouvoir créer des opportunités durables dans le temps et se concentrer sur des logiques d'impact. Comment je fais pour avoir de la valeur, de l'impact auprès des personnes et des organisations avec lesquelles je travaille, donc moi à mon niveau, et pour qu'elles-mêmes puissent le faire pour leurs partenaires, leurs clients. Et donc, il y a un sujet que je trouve assez intéressant, moi-même en tant que freelance, c'est comment on fait pour augmenter la valeur et le potentiel de relation qu'on a avec nos prospects, nos clients, nos partenaires. Et donc, en tant que freelance, ce n'est pas toujours simple, surtout qu'aujourd'hui, le game, le contexte économique, le marché change un petit peu. Et donc, voilà pourquoi on a fait ce sujet-là aujourd'hui. Et donc, je regarde les résultats du sondage. Donc, la plupart, donc là, il y a 33% qui ont des difficultés à parler budget, identifier les modes de décision. Les deuxièmes, c'est poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les réponses nécessaires pour rédiger votre offre commerciale. 21% ont répondu un oui clair sur la suite, donc c'est-à-dire comment j'obtiens un engagement clair de la part de mon prospect. 14% sur la compréhension du vrai besoin du client. Donc pareil, là c'est en lien avec poser les bonnes questions pour essayer d'identifier finalement c'est quoi le vrai du vrai du vrai. Et puis dernièrement avec 7% sur la partie improvisation. Et donc pour vous, ça va être intéressant aujourd'hui aussi. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur le chat, mais si jamais je compte sur toi Céline, si j'ai oublié des questions. Mais on laissera 15 minutes à la fin pour répondre justement à vos questions. Écoutez, avant de commencer, je vous propose de vous mettre en chauffe. Il y en a top minute chrono et il faut s'échauffer. Je vous propose un petit jeu qui s'appelle Top and Flop. Donc, je vais vous proposer des affirmations. Et là, l'idée, c'est de pouvoir me dire si c'est un top ou si c'est un flop. Donc, vous pouvez dire top ou flop dans le chat et moi, je verrai vos réponses. Si jamais il y en a qui sont adeptes des emojis, vous pourrez mettre un pouce en haut ou un pouce en bas si jamais vous avez les petits réflexes pour répondre vite en emoji. Et donc, ça va être très rapide, 30 secondes à chaque fois, comme ça on avance et on se met en chauffe. C'est parti. Alors, pour vous, envoyer un devis simplement d'après le brief client, est-ce que c'est un top ou flop? Donc, en gros, le brief client, c'est vous avez le brief client sur Malte et vous dites toc, j'envoie directement mon devis parce que le brief, il est super cadré, c'est très clair et moi, j'ai bien compris son besoin. Bon, les réponses, elles fusent. Et elles sont plutôt bonnes et je suis content d'avoir vos réponses globalement. J'ai même un bof. Merci Nadia. Effectivement, on est sur un gros flop. N'hésitez pas à répondre pour de vrai si jamais il y en a qui répondent après que j'ai la réponse. Effectivement, le brief client, aussi clair soit-il, aussi précis, aussi détaillé, c'est jamais suffisant. Il est tout à fait nécessaire d'avoir un premier échange avec votre prospect ou même avec un client avec lequel vous travaillez déjà qui vous fait une demande sur un nouveau sujet ou sur la continuité du projet sur lequel vous travaillez, parce qu'il est important de bien comprendre le fond du sujet. Je ne rentre pas dans le détail puisqu'on va le voir juste après, mais en tout cas, le brief, aussi détaillé soit-il, c'est jamais suffisant. Partez de ce principe-là. Deuxième affirmation, donc là on change. D'après vous, est-ce que commencer un rendez-vous en rappelant l'objectif et la durée de l'échange est un top ou un flop? Donc là pareil, on a les réponses. Allez-y, faites chauffer le clavier. Tac, 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 tac. Je vais entendre des clics, clics, clics. Super, ça répond vite. Bien. J'ai même des gens qui ont des pouces en l'air dans leur nom, Henri. C'est super. Merci pour votre activité. Effectivement, là, j'ai l'impression que c'est unanime. Vous avez toutes et tous dit que c'était un top. Effectivement, c'est un top.
c'est vachement intéressant et important. On le verra juste après. J'ai écouté pas mal d'appels de découverte ou de rendez-vous. Et même si parfois on l'a en tête, c'est important de le recaler et de le mettre en plein milieu. Et il y a une méthode aussi pour l'amener de manière assez positive qui va nous permettre de lancer le rendez-vous dans les bonnes conditions. Pour le troisième, présenter ce que je fais en détail avant d'avoir posé une seule question. C'est-à-dire que là, vous faites le tour de présentation et vous rentrez un peu dans ce que vous faites, la manière dont vous travaillez et, et comment vous vous y prenez ou un petit peu les éléments, le pitch que vous avez. Alors, je souris parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit absolument, surtout pas, je crois. Alors, je n'arrive plus à le retrouver parce que vous allez tellement vite. Mais continuez, hein. Mais ouais, je voulais faire un big up à la personne. Mais effectivement, surtout pas. Ouais, merci Delphine. Delphine qui nous dit surtout pas avec des points d'exclamation. Il faut vraiment pas rentrer dans le détail. Mais il y a une manière de faire pour pouvoir présenter ce que vous faites sans rentrer dans le détail. Et je vous raconterai juste après. En tout cas, très content de savoir que c'est un flop. Bon, j'ai Vincent qui a mis un pouce en l'air, un pouce en bas. Mi figue, mi raisin aujourd'hui, Vincent. Pour la suite. Donc, c'est bien un flop. Pour la suite, je crois que c'est l'avant-dernière. Reformuler la demande client avant de proposer une solution. Donc, est-ce que c'est important, d'après vous, de reformuler, de s'assurer d'avoir bien compris la situation et après, on rentrera peut-être dans la manière de reformuler. Bon, ok, là on en a plein des tops. J'ai quelqu'un, Maxime, oula, bien, mais se méfier quand même, non? Ok, si jamais Maxime, tu arrives à développer un petit peu ce que tu entends par là, ça m'intéresse, je veux comprendre. Je vous laisse encore quelques secondes pour celles et ceux qui veulent répondre. En tout cas, c'est cool. Pas bien, c'est nous les experts, on sait mieux que les clients eux-mêmes. D'accord, on en reparle alors. Donc, ah oui, non, ça c'est Vincent carrément. Ah, joke, ah, merci Vincent, il ne faut pas en faire des blagues comme ça. Moi, j'étais Ok, Sandrine, validé qu'on a bien compris après la reformulation. Maxime qui nous précise, faites attention à ne pas aller trop loin dans le sens où tu peux partir sur complètement autre chose. Ok, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, faire attention, on en reparle tout à l'heure. Effectivement, c'est un top. Et pour finir, envoyer une proposition avant d'avoir clarifié comment le client prend sa décision. Est-ce que d'après vous, c'est un top ou c'est un flop? Et d'ailleurs, pour celle-là, dites-moi si vous y arrivez ou pas. Clotilde qui nous dit point d'interrogation, help, je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire? Émilie qui n'a pas compris non plus. Eh ben, écoutez, c'est peut-être pas si clair que ça. Donc, tout à l'heure, dans le sondage, il y avait l'idée de Marjolaine qui nous dit un bloc carrément, un mélange de bof et flop. En gros, c'est vous envoyez une proposition commerciale, c'est-à-dire votre devis ou votre proposition détaillée qui répond à la, à la difficulté, au contexte de votre prospect. Et donc, l'idée, c'est est-ce que c'est un top ou un flop d'envoyer une proposition avant d'avoir clarifié comment va être prise la décision de travailler avec vous ou non. Voilà. Il y a Lisiane qui me dit c'est un flop d'expérience. Donc, si je comprends bien, c'est une difficulté. Et si je reviens sur le sondage, c'est en lien avec la difficulté à, à avoir un oui clair sur la suite, notamment, et puis avoir un petit peu cette partie budget décision. Donc, comment on fait pour bien clarifier en fait comment va être prise la décision en interne, etc. Ok. Parfois, les clients ne savent pas eux-mêmes. C'est très intéressant, Lucille. Eh bien, écoutez, pour avoir un oui, il faut avoir une proposition. Alors oui, effectivement, on a un oui clair une fois qu'on envoie la proposition, mais comment va être pris le oui? Voilà, pour préciser un petit peu Fouzia. Le oui, c'est une fois qu'on a envoyé le devis, mais effectivement, sur la manière de construire la proposition, si on ne connaît pas le process de décision, c'est un peu difficile aussi de savoir à quel moment on envoie la proposition aussi. Effectivement, si on n'a pas identifié clairement le process de décision interne, pas ouf de prendre d'envoyer une proposition.
Parfois, c'est compliqué, c'est difficile de faire, de faire différemment, hein, bien sûr. Mais en tout cas, sur le principe, c'est pas top. Mais on va en parler tout de suite. Et donc, ce que tu viens de dire, Lisiane, sur le fait que tout le monde est décideur en face et que personne ne tranche, c'est difficile. Et en fait, c'est exactement ça le sujet. Enfin, c'est en tout cas l'un des sujets. Donc, n'hésitez pas à poursuivre dans le chat, à parler entre vous. Moi, je vais commencer à rentrer dans le détail du sujet. Donc, c'est parti. J'ai l'impression que vous avez hâte d'en découvrir un peu plus et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Alors, je vais parler un peu de contexte parce qu'aujourd'hui, on est le 27 novembre 2025 et il se passe beaucoup de choses. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, on a beaucoup de freelances qui utilisent LinkedIn, ont développé des funnels d'acquisition avec potentiellement des Google Ads, etc., etc. Et on se retrouve aujourd'hui potentiellement avec beaucoup de rendez-vous non qualifiés, c'est-à-dire ils ne correspondent pas totalement, enfin les demandes de nos clients ou les appels entrants qu'on peut avoir ne correspondent pas tout à fait à la cible que l'on a ou au contexte auquel on répond exactement. Et donc, il peut arriver de découvrir à la fin du rendez-vous que le client cherche juste des infos ou n'a pas de budget parce que lui, il est en phase de réflexion et qu'il veut conforter ce qu'il a un peu creusé avec ChatGPT. Et donc, même si à l'époque où on contactait 10 freelances ou 10 prestataires, bon, bah là, on va peut-être pas en appeler 10 parce qu'on n'a pas le temps, mais on va en appeler 3-4 et on va essayer de creuser pour pouvoir faire des comparatifs. Donc, en fait, voilà, la partie un peu rendez-vous non qualifié. Je vais essayer d'agrandir mon écran aussi pour améliorer le partage. Deuxième élément qui est important, c'est partir du principe que le besoin exprimé est le problème. Donc, moi, j'ai rencontré pas mal de freelances, notamment des personnes expertes sur leur domaine et qui vont aller tout de suite se concentrer finalement sur le sujet technique. Et en fait, le client expose bien son problème, sa situation. Et parfois, on rentre tout de suite dans la solution et on passe un peu à côté. Il peut y avoir des incompréhensions de la part du client puisque nous, on a partagé, montré le fait qu'on avait compris. Et cela peut induire une perte de crédibilité. Ça, c'est un sujet qui revient assez souvent parce qu'on rentre bien en tête en mode tiens, c'est bon, ça fait 5 fois que je vois ce sujet-là. Et parfois, on a oublié un peu d'explorer autour. Des pitchs qui arrivent trop tôt. Le client décroche car il ne se sent pas compris. Donc vous, parce que pour plein de raisons, hein, ça peut être du syndrome de l'imposteur, ça peut être au contraire un niveau de compétence qui peut être élevé, donc on veut avancer vite, on rentre dans des phases où on rencontre beaucoup de clients, ou au contraire on est un peu dans l'urgence parce qu'on est dans une période où on a besoin de rentrer du cash et on veut avancer vite et on a peur de rater une opportunité. Donc on peut être dans des postures parfois de surreprésentation ou d'essayer de convaincre absolument et de montrer qu'on connaît bien notre expertise, qu'on a travaillé dans tel domaine depuis des années avec tel client, à faire du name dropping en partageant des noms de clients importants, etc. Et donc ça, parfois, on peut perdre le client. Arriver trop tôt, c'est pas forcément dès le début, hein, ça peut arriver plus loin dans la discussion, mais pas au bon moment non plus. En tout cas, j'aurais peut-être pu mettre la phrase de pitch qui n'arrive pas au bon moment, au-delà d'arriver trop tôt. Et en plus, Maxime a un rendez-vous cet après-midi, donc je vais essayer d'être au max pour toi. Des boucles interminables. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un devis? Ah, finalement, il faut changer ça parce que ça ne correspond pas trop. Ah, j'ai tel rendez-vous demain avec la partie IT et du coup, si on ne met pas ces éléments-là, ça va manquer. Et donc, vous vous retrouvez, avant même d'avoir commencé à travailler pour de vrai, d'avoir signé votre contrat, vous êtes déjà dans du fine-tuning de votre proposition parce qu'en fait, elle ne correspond pas à ce que la personne a envie de voir écrit sur la proposition. Donc, vous avez envie de lui dire, bah, tiens, mon mail, prends ChatGPT, débrouille-toi. Je ne sais pas quoi faire pour que ça corresponde à tes attentes et tes besoins. Et donc, vous vous retrouvez dans une difficulté où vous ne savez pas trop quels sont les délais. Est-ce que c'est pour demain? Même si la personne vous dit, ah, c'est pour demain, j'ai une réunion. Est-ce que c'est réellement pour demain que la décision va être prise? Ou est-ce que c'est pour dans 3 semaines, pour dans un mois? Est-ce que il y a 3 personnes, 4 personnes qui sont dans la décision? Est-ce que la personne avec qui vous discutez, elle gère elle-même les budgets?
est-ce que finalement, elle décide réellement? Parce que parfois, pas forcément. Moi, il m'arrive d'avoir des prospects, même si c'est eux, enfin, je suis avec le CEO d'une boîte, en fait, il y a son comité, son COMEX avec qui il veut échanger sur le sujet, parfois un CA, enfin, en fonction de la taille de l'entreprise. Moi, j'avoue qu'il y a parfois des situations où je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, il va aller soumettre vraiment des décisions à très haut niveau, surtout dans un contexte pas simple, que je vais présenter juste après. Et vous retrouvez parfois avec des devis fantômes, vous les envoyez, plus de réponse. Les délais changent, comme Alexandra vient de le préciser dans le chat. Et donc, vous vous dites, bon, en fait, comment je gère? Voilà. Et dernier élément en ce qui vous concerne, difficulté à dire non à des clients qui ne vous correspondent pas. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de rentrer du cash. On se retrouve à un moment où on veut se développer, on veut augmenter un chiffre d'affaires, on a des charges qui continuent de tourner, etc., etc. Et donc, on se dit, tiens, à un moment donné, est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas? Est-ce que je ne le prends pas parce que j'ai l'impression que ce n'est pas bon, ou est-ce que je ne le prends pas parce que j'ai les éléments clairs qui font que je ne dois pas le prendre, ce client? Et parfois, on n'a pas assez d'informations qui nous permettent de trier. Qu'est-ce qui nous permet de dire ce client, c'est le bon ou pas? Pour nous, en tout cas. Ou est-ce que c'est le bon ou pas en ce moment même? Parfois, on peut avoir beaucoup de monde sur le feu. Et donc, on se dit, est-ce que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui va me prendre beaucoup de charge mentale ou au contraire, beaucoup d'aller-retour? Donc, voilà un petit peu les points de friction qui peuvent être vécus par les freelances et pourquoi c'est important de se poser ces questions de comment j'améliore ma relation client. Et puis côté du marché, il y a pas mal d'évolutions. Vous avez pu en subir certaines, vous avez pu en suivre d'autres. Parfois, vous prenez la vague. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple. Donc les clients sont plus exigeants et comparent plus. Donc aujourd'hui, tout le monde fait enfin tout le monde. Beaucoup de monde, en tout cas, font de la création de contenu, apportent déjà de la valeur en amont sur LinkedIn, sur Insta, en fonction même sur TikTok, en fonction de vos canaux d'acquisition et de notoriété. Il y a des webinaires dans tous les sens de découverte. Il y a des acteurs qui partagent du contenu SEO et qui font qu'on a énormément de documentation en ligne. Il y a l'IA avec ChatGPT, Perplexity. Enfin, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir de l'information avant de commencer à savoir avec qui on va travailler. Et donc, vos prospects arrivent déjà avec beaucoup de bagages. Ce n'est pas forcément du bagage de qualité. Ça peut l'être dans beaucoup de cas, dans d'autres cas, parfois non. Mais en tout cas, ils arrivent déjà avec beaucoup de projections, d'attentes et d'imaginaire de ce qu'ils veulent faire avec vous. Donc, ils veulent des freelances qui comprennent potentiellement leur métier, pas juste des exécutants. Et en même temps, ils se comportent avec vous peut-être comme des exécutants parce qu'eux, ils ont déjà la vision grâce à ChatGPT ou je ne sais quoi qui l'ont aidé. La concurrence, elle augmente. Donc, voilà, je parlais de l'IA. Donc là, d'un point de vue production, c'est-à-dire sur la création de contenu, par exemple, qui peut être de la vidéo, du design, des pages web, etc. etc. Des juniors qui sont dispo sur le marché. On a une concurrence sur le marché du travail qui est quand même assez importante dans pas mal de secteurs. Et donc, il y a pas mal de juniors qui se lancent en freelance pour commencer à développer des activités, pour réduire les frictions côté employeur et donc avoir des coûts de main-d'œuvre qui sont plus abordables ou moins chers pour les clients. Et donc, on a beaucoup de monde. On a aussi l'époque post-Covid, même si les confinements co sont un peu derrière nous. Néanmoins, ces volontés d'être un peu plus indépendant, le fait de pouvoir travailler à distance, etc., fait qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en freelance. Et donc, il y a beaucoup de monde sur le marché. Et donc, la valeur se joue à d'autres endroits, notamment sur la compréhension, sur l'expérience d'un point de vue technique, mais pas forcément sur la partie production uniquement, mais aussi sur des enjeux business, de la projection. Il y a vraiment une logique d'avoir des partenaires de confiance avec qui on veut travailler sur le long terme, presque comme un salarié, mais pas tout à fait non plus. Donc, c'est un peu complexe. On a des cycles de décision qui se complexifient. Certaines personnes parmi vous l'ont partagé. Parfois, tout le monde est décideur, mais personne n'arrive à décider. Il y a des intervenants. Donc, aujourd'hui, même sur des budgets qui sont relativement bas, on peut avoir des cycles de décision qui sont complexes, avec des process internes qui ont été ultra cadrés. Aujourd'hui, on a des outils
de process, des Notion et compagnie qui font que on peut processer pas mal de choses, même dans les petites équipes. Donc, il faut clarifier la décision, le process de décision dès le départ pour pouvoir savoir concrètement par quoi on doit passer, quels sont les éléments qu'on doit mettre dans la proposition commerciale. Et des budgets qui sont de plus en plus serrés. Donc là, on a une tension entre tout ça qui fait que entre la concurrence IA, outils numériques, juniors dispo sur le marché, volume d'experts, des agences, même des micro-agences ou des solopreneurs en mode agence qui travaillent en collectif de free, qui font que du coup, faut quand même se démarquer là-dessus pour voir comment on taffe. Et les budgets sont serrés ou la concurrence elle a accru. Et du coup, pour pouvoir augmenter la valeur perçue de votre service, en fait, comment on joue? On joue sur la partie TJ ou budget, on joue sur le niveau d'apport relatif au budget. Donc, quelle est la valeur perçue au regard du budget que vous leur proposez? On a un exemple de Frédéric qui nous dit que son TJM a été divisé par 2 en un an. Dans beaucoup de secteurs, notamment en IT, il y a pas mal d'évolutions là-dessus. Je ne suis pas un expert de ce domaine-là particulièrement, mais c'est vrai qu'on constate quand même, sur certaines spécialités en tout cas, des attentes un peu différentes. Et dans certains cas, des missions qui deviennent plus stratégiques. Donc, on a des freelances, ce que je disais un peu tout à l'heure déjà, qui sont attendus sur une posture de partenaire et pas uniquement prestataire, malgré des process qui peuvent ressembler à ceux de salariés. Donc, on se retrouve vraiment dans des contextes où on veut recruter des free comme des salariés, avec des process qui peuvent être assez longs en termes de recrutement. J'utilise ce mot-là parce que c'est le mot qui peut être utilisé par les équipes, ou en tout cas les entreprises avec lesquelles vous pouvez travailler, et qui intègrent les freelances aujourd'hui pleinement dans des logiques de ressources humaines en interne, avec un cadre très spécifique, bien sûr, une relation particulière, mais avec quand même des process qui sont dédiés, notamment lorsqu'on travaille avec des grandes entreprises, ou en tout cas des entreprises qui ont atteint une taille suffisamment grande pour intégrer cette logique-là, notamment dans l'univers startup. Voilà pour la partie contexte, que ce soit vous côté freelance, ce que vous vivez, ou ce qui peut être vécu ou vu dans le marché. Par rapport à Delphine, quand je parle de salariat, je ne parle pas nécessairement de salariat déguisé. Ça peut l'être, mais mon propos aujourd'hui, ce n'est pas tant sur le fait qu'on a du salariat déguisé, mais qu'on peut avoir une relation avec le freelance qui peut ressembler à celle qu'on peut avoir avec un salarié qu'on souhaitait avoir. Parce qu'on voudrait avoir quelqu'un qui soit disponible régulièrement, à défaut d'être à temps plein, même si c'est quelqu'un qu'on a, par exemple, 2 jours semaine sur une mission, mais on va avoir la même proximité, la même perméabilité dans l'équipe, parce que, je ne sais pas moi, on a des projets de développement en interne, on ne veut pas prendre de risque à prendre quelqu'un en salarié, mais on va avoir quelqu'un avec nous pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, parfois plus, pour pouvoir vraiment être intégré dans l'équipe. Et là, du coup, ça peut induire pas mal de choses et de la tension entre ce que le client voit de vous et ce que vous voyez de lui. Et d'où l'intérêt et l'importance de pouvoir justement prendre un peu de recul sur la relation que vous pouvez avoir. Et donc, en synthèse, le marché et les clients changent. Si vous gérez vos rendez-vous comme avant, ça ne marche plus. Soit pour des nouveaux clients, soit pour des clients avec qui vous travaillez sur le long terme. Et donc, c'est important de développer une méthode pour ça. Et aujourd'hui, je vous parle de Spiced. Donc, c'est comme une colonne vertébrale pour comprendre, qualifier et conclure la prestation, le projet, et le prolonger sur le long terme, faire ce qu'on appelle de l'upsale, augmenter finalement le type d'action que vous pouvez faire avec votre client. Pour comprendre le vrai besoin, gagner en crédibilité, installer une relation durable entre vous et votre client et maîtriser la décision de travailler ensemble ou de retravailler ensemble. Cette méthode Spiced est à la base utilisée pour des projets qui sont plutôt importants. Je ne sais pas, moi je dirais entre 15 et 20 000 euros ou dollars, parce que ça vient des États-Unis, jusqu'à 100 150 000 dollars qui peuvent être dans l'IT, dans le SaaS, mais aussi pour des actions de service. Et aujourd'hui, vu le contexte, même sur des plus petits budgets, sur parfois des projets un peu one-shot, sur, je sais pas moi, 5 à 10 jours d'intervention
sur des volumes d'affaires entre 5 000 et 10 000 euros, parfois, on peut se retrouver dans des situations où on a besoin de creuser. Et là où il y a quelques années, ça pouvait se faire assez facilement, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu en difficulté. Du coup, SPICE, c'est 5 éléments, donc une méthode de diagnostic, vraiment comme un docteur, vraiment pour essayer de comprendre un petit peu la situation, de diagnostiquer la situation de la manière la plus large possible. Donc en fait, c'est un acronyme. Donc pour S pour situation, P comme pain ou problème, I comme impact, CE comme critical event, que je vais détailler juste après, et D sur la partie décision. Et donc l'idée, c'est de guider la discussion, les échanges que vous allez avoir avec votre prospect, votre client, en fonction de ce canevas, en fonction de ce framework. De la même manière que, par exemple, pour celles et ceux qui font du produit numérique, vous avez, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut l'utiliser sans produit numérique, mais de la même manière qu'on a le modèle AR, qui permet d'identifier un petit peu quel est le parcours utilisateur ou usager que vous avez, et bien là, c'est pareil. On a un framework qui va vous permettre de guider la relation avec votre interlocuteur, votre interlocutrice. Et donc, l'idée, c'est d'identifier des questions spécifiques à chacun de ces éléments. Donc, S pour des questions de situation, donc des informations sur le contexte de l'organisation. Voilà ce que j'ai écrit. Donc, les douleurs, elles sont souvent exprimées à un niveau superficiel. Donc, l'idée, c'est de commencer à identifier finalement les éléments qui vous permettent de cadrer le contexte général. Là, on ne rentre pas trop dans le détail, mais combien de personnes sont concernées par le projet, quelle est la taille de votre entreprise, etc. Là, il y a une bonne partie de ces informations que vous pourriez peut-être même avoir en amont du rendez-vous et que vous pourriez compléter lors de l'échange. Mais ça, c'est 2-3 questions, 4 maximum vraiment. Ça permet de cadrer un peu la situation. Ensuite, on va avoir un peu les premières réelles questions de problèmes, de pain. Donc, c'est vraiment le problème rencontré par votre client, votre prospect, votre usager. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur là sur le descriptif. L'idée là, c'est de comprendre, de rentrer dans le détail. Donc, on va essayer d'explorer le problème. Donc, effectivement, le brief que vous avez reçu, il y aura déjà des premiers éléments qui vont vous permettre d'y voir un peu clair. Profitez du modèle Malte pour avoir un brief clair dans votre tête et vous dire c'est quoi les points d'incertitude ou les angles morts, les points noirs qui n'ont pas été identifiés ou mis en avant dans le brief. Parfois, c'est fait de manière, c'est pas fait exprès par la personne, par votre prospect. Elle a simplement omis ou pas pensé que c'était des éléments importants. Parfois, c'est fait exprès, soit parce qu'elle ne veut pas divulguer tout, parce que ça peut être des sujets sensibles ou elle n'a pas envie forcément de se mouiller. Parfois, c'est fait exprès sans conscience, parce que ils peuvent se dire, bon, bah, en fait, à mon sens, c'est pas ça le problème. C'est un problème technique. Du coup, il n'y a pas besoin de présenter un sujet. Donc, parfois, on a des situations dans une équipe où le problème, c'est pas une capacité, c'est pas une non-compétence de l'équipe à développer un outil numérique en interne. Parfois, c'est que les équipes internes, elles ralentissent exprès, par exemple, le développement de nouveaux projets pour X raisons. Ou peut-être qu'ils estiment qu'en fait, ils ne sont pas assez bien payés et donc ils ne vont pas dérouler de la même manière. Et donc, vous, en rentrant dans la problématique qui est vécue par votre interlocuteur ou votre interlocutrice, ça va vous permettre de vous projeter. Et n'hésitez pas à aller un peu plus loin dans la démarche. Il y a une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle les 5 pourquoi. Et donc, quand on vous pose une première question et que la personne vous donne une réponse, n'hésitez pas à aller creuser encore et encore pour vraiment ouvrir finalement un peu comme une mise en abîme à l'envers pour être sûr d'avoir un peu exploré le problème dans tout son volume, dans toute sa place. Et dans certaines situations, ça, vous pouvez explorer avec plusieurs personnes. Vous avez une première personne et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être d'autres personnes dans la boucle à les rencontrer. Et vous pouvez aussi explorer le problème avec ces autres personnes-là qui sont en lien avec le sujet. Exactement, Delphine. En fait, les 5 pourquoi, c'est vraiment dans des cas de litige ou des non-conformités qualité. Moi, je viens de là à la base. Hein. J'ai fait des études en
en ingénierie de l'eau et de l'environnement, effectivement sur les process qualité. Lorsqu'on a des problèmes ou des accidents, des difficultés, ben là, on fait cette méthode-là. Et comme on est dans une logique de diagnostic, et ben en fait, il faut reprendre ces méthodes-là de qualité en mode bah, comment je fais pour me rendre compte de la situation. Et en fait, ça vous permet de passer à la partie impact. Quel est l'impact recherché par votre interlocuteur, votre prospect? Qu'est-ce qu'il souhaite obtenir comme résultat? Et donc, de ne pas rester uniquement sur problème, solution, mais de regarder, OK, si j'ai bien compris votre problème, maintenant, c'est quoi que vous voulez avoir comme résultat? Quels sont ça peut être émotionnel, ça peut être rationnel, ça peut être des éléments tangibles, parfois intangibles. Ça peut être centré soit sur la personne, soit sur l'entreprise. Parfois, vous allez avoir votre personne qui va dire bah, moi, je suis en difficulté, on m'attend sur tel sujet, je n'ai pas les compétences aujourd'hui. L'urgence fait qu'on doit développer ce projet-là dans les 6 prochains mois. Donc, on fait appel à un prestataire externe et c'est moi qui vais devoir le suivre, piloter l'action. Et donc là, vous vous rendez compte que finalement, au-delà de répondre à un problème technique ou de production lié à des enjeux business de l'entreprise d'aller faire telle ou telle action, en fait, vous répondez aussi à elle, son besoin. Et si elle, elle a de l'influence sur la prise de décision, vous devez répondre aussi à la rassurer sur elle, comment elle va pouvoir, comment vous allez pouvoir répondre finalement à sa recherche d'impact. Et ça, c'est des éléments qu'on omet souvent. On va se concentrer vraiment sur la partie technique, production opérationnelle, et on va mettre un peu de côté la partie humaine en se disant, voilà, on est dans du B2B et du coup, je vais répondre aux enjeux business. Et en fait, pas nécessairement. Et justement, c'est là où il y a cet élément important, c'est la partie, ce qu'on appelle le critical event. Donc, c'est de manière vulgarisée, donc c'est les échéances à respecter pour que l'usager ou votre partenaire atteigne un impact ou subisse les conséquences négatives. Donc là, c'est pas tant juste, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui m'a dit dans le chat, oui, mais parfois le calendrier il change. Justement, c'est pas nécessairement une question de calendrier. C'est pas que le projet doit être fait pour T2 2026. Concrètement, quel est le moment où si vous n'avez pas changé, vous n'avez pas mis quelque chose en place, ou que vous n'avez pas réalisé cette action, est-ce que quel est ce moment-là où ça va être problématique pour vous ou pour l'organisation? Pareil, le critical event peut être d'un point de vue personnel ou au niveau de l'organisation, ça peut être émotionnel comme opérationnel. Et donc ça, c'est des éléments assez importants à creuser et je vais rentrer dans le détail juste après. Et pour finir, les éléments de décision, la partie budget, concrètement, quel est le processus qui va être suivi, quelles sont les personnes qu'il faut potentiellement rencontrer ou quels sont les jalons. Par exemple, est-ce que si vous ne pouvez pas aller à plus haut niveau ou que la personne ne vous laisse pas aller au haut niveau parce qu'elle elle veut le gérer, typiquement, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans l'équipe, elle n'a pas envie de montrer qu'elle ne sait pas prendre des décisions sur ce type d'action, donc elle ne vous laissera pas parler au boss parce que ça pourrait la décrédibiliser. Donc, comment vous pouvez faire pour rentrer avec elle dans la danse et finalement l'outiller pour qu'elle elle puisse se sentir bien suffisamment armée, équipée pour pouvoir aller défendre votre projet commun. Et ça, c'est vachement important parce que c'est là où pas mal de confiance peut se créer également. Donc ça, c'est pour vous raconter un peu le contexte de base. Et en fait, ce qui se passe régulièrement, moi, ce que je constate, si ici, on a ce diagramme-là où on a en bas le temps, l'évolution dans le temps, donc ça peut être ça peut se faire en un rendez-vous ou en plusieurs rendez-vous d'ailleurs. Ça, c'est important de l'avoir. On est dans la relation, dans la discussion. On peut parfois aller très vite en rendez-vous, notamment dans le contexte de freelance. Parfois, il faut aller vite et bien et c'est difficile. Il faut savoir aussi tempérer et dire j'ai besoin qu'on se revoie une deuxième fois, par exemple. Et donc là, on imagine le temps de la relation. Et là, on voit l'engagement du client. Donc, quel est le niveau d'engagement du client dans la relation que vous avez et sa volonté de travailler avec vous. Je ne vois plus personne mettre dans le chat. Je ne sais pas si ça vous est perdu ou si au contraire, vous êtes ultra concentré sur ce que je dis. N'hésitez pas. C'est cool. Concentré, on est là. Merci beaucoup. Focus. Et donc, si on regarde ce diagramme, moi, ce que je constate assez souvent dans les rendez-vous des gens avec qui je travaille, que j'accompagne, c'est effectivement, on rentre dans la situation, on fait du chit-chat ou pas d'ailleurs, parfois on rentre tout de suite dans la relation. Ensuite, on va aller regarder le problème. Ok, cool, j'ai besoin de faire un nouveau branding pour un nouveau produit. Du coup, il faut que je crée un naming, il faut que je fasse du naming, il faut que je fasse une nouvelle charte éditoriale, une charte graphique, etc. etc. D'accord, j'ai compris.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va synthétiser. OK, si j'ai bien compris, vous allez développer un nouveau service pour lequel il faut un nom qui soit dans tel environnement, avec telle étymologie, etc., la charte graphique, etc., etc. Vous avez compris. Vous allez rentrer tout de suite dans le pitch, de dire voilà comment je travaille, voilà comment on fait, etc., etc. Et là, vous êtes dans une logique de solution. Et en fait, là, vous avez fait monter l'engagement de votre prospect. Et au moment où vous rentrez dans le pitch, vous avez potentiellement omis des éléments importants pour vous, pour la suite de la collaboration, puisque vous êtes resté dans une logique de solution. Et boum, l'engagement de votre interlocuteur ou votre interlocutrice a diminué. Est-ce que vous avez oublié d'aller creuser? C'est de, rentrer dans une logique d'empathie. Parfois, vous le faites. Hein. Enfin, parfois, je vois que les gens le font. C'est-à-dire, l'empathie, c'est ah oui, je comprends. Il m'est arrivé telle situation dans une expérience passée. Tel client a pu réaliser ça. On avait telle particularité. Et donc, présenter des use cases, mais des use cases bien spécifiques au cas de votre client actuel. Et donc là, on est dans une logique de l'empathie, c'est j'écoute, je comprends, j'ai vécu la situation. À ne pas confondre avec la sympathie. Donc en anglais, on parle de empathy, sympathy. En français, on l'utilise un peu moins. Mais dans cette logique de je vois ce que vous voulez dire, mais je ne l'ai pas vécu. Et je n'ai pas le vécu pour être avec vous dans la difficulté, dans la projection que vous faites de votre situation. Et parfois, on ne l'a pas vécu. Et donc, à nous de voir comment on peut répondre aussi aux enjeux en expliquant, en réexpliquant, en repartageant ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment faire pour lui dire, il y a une expression que j'aime beaucoup en Afrique de l'Ouest, c'est on est ensemble. Et en fait, pour moi, c'est ça. Ici, l'empathie, les use cases servent à partager, on est ensemble. Du coup, je suis la bonne personne ou je peux être la bonne personne. Et une fois que vous avez un peu l'accord de votre personne, là, on peut arriver à monter dans des questions d'impact et de se dire concrètement, une fois qu'on s'est dit ça, quels sont les résultats que vous voulez obtenir? Pour quelles raisons? Dans quelles conditions? Avec qui? Etc. etc. Et pour ensuite aller dans les logiques de critical event et de process de décision. Donc en fait, il faut faire monter l'engagement, monter la sauce, monter la pression. Et quand je dis la pression, c'est au sens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire monter la sauce, quoi. Et une fois qu'elle est montée, pour éviter que le soufflet tombe, il faut continuer sur ces logiques d'impact, etc., etc. Parce que si vous arrivez trop tôt, le soufflet il s'effondre. Et donc là, je vais vous montrer concrètement le cadre qui peut vous aider pour pouvoir y arriver. Donc là, on est dans une logique de mode conseil. Et là, j'arrive comme partenaire de confiance auprès de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. Est-ce que ça vous paraît clair déjà sur comment d'habitude les gens le vivent et comment ça se passe? Et là, je vais essayer d'aller vite. Donc, il y a 3 étapes dans un rendez-vous découverte parfait. Il y a la partie ACE, donc apprécier. Pas forcément remercier le temps, etc. Ça, oublier. Vraiment apprécier. Je suis très content de vous rencontrer. Je suis ravi d'échanger avec vous. Trop content de pouvoir discuter avec vous parce que je connais le produit pour telle et telle raison. Va apporter de la valeur positive sur le fait qu'on se rencontre. Check, c'est de s'assurer qu'on a X temps devant nous, 30 minutes. Est-ce que si jamais on doit dépasser, est-ce que vous avez 5 minutes ou 10 minutes de plus, etc. etc. End goal, c'est quoi l'objectif du jour? Aujourd'hui, mon objectif, c'est de m'assurer d'avoir bien compris votre brief et de s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour pouvoir ensuite voir les prochaines étapes. Et pas vous engager tout de suite sur après ce rendez-vous-là, je vais vous envoyer un devis. Ensuite, vous avez le déroulé et je vais vous montrer une méthode de déroulé juste après. Et ensuite, à la fin, on raccroche les wagons, la synthèse, ce qu'on va faire pour la suite et les prochaines étapes. Et là, vous remettez le process de décision, le fait que vous devez voir telle personne en interne, etc. etc. Et là, vous avez la méthode type pour faire l'appel de découverte parfait. Donc, au début, et c'est ce que je vous disais, la partie ACE, ça, il y a le chit-chat du début. Prenez 1 ou 2 minutes pour chit-chat. Franchement, s'il vous plaît, évitez les rendez-vous on est à 30 secondes de la visio et on dit, bon, voilà, merci pour le brief, on commence, tac, tac. Non, ça, c'est l'enfer. N'hésitez pas à chauffer un peu les gens, il faut qu'on se parle, on a besoin, on est des humains, il faut qu'on puisse
créer un peu de lien avant d'aller plus loin. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez un peu creusé le parcours de la personne, l'entreprise, etc., si jamais vous avez des points communs, des contacts similaires, une expérience pas passée qui se ressemble, ça, c'est les moments de dire, ah ben, trop cool, Maxime, de te rencontrer. J'ai vu que tu travaillais pour telle organisation. D'ailleurs, j'ai un pote, est-ce que tu le connais? Ou j'avais travaillé sur tel secteur à l'époque et content de pouvoir reprendre une discussion avec une boîte dans le secteur. Enfin voilà, n'hésitez pas. C'est un peu la discussion qu'on a dans l'ascenseur avec les voisins ou quand on allait en rendez-vous client en physique pour celles et ceux qui l'ont vécu. Bon, on parle de la météo ou pas. Moi, j'aime pas trop parler de la météo, mais j'essaie toujours de trouver des points communs. Mais ça, à vous de voir en fonction de votre style. Ensuite, on est dans la logique de situation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, max de 3 questions, plutôt fermées. N'hésitez pas à profiter des informations que vous avez déjà collectées pour montrer que vous avez déjà enquêté ou compris la situation et de vous dire, bon, bah tiens, j'ai vu que vous étiez tant de personnes ou vous avez tel nouveau projet, c'est bien ça, etc., etc. Mais ça, c'est max de 3 questions. Et n'hésitez pas à ce qu'elles soient fermées et que ce soit un peu des questions auxquelles vous avez potentiellement déjà la réponse, mais pour lesquelles vous voulez avoir soit une confirmation, soit montrer que vous avez déjà apporté de l'intérêt au projet. Ensuite, vous montez en engagement ici. On voit la courbe qui monte. Et là, on est dans la logique de problème. On rentre déjà dans le détail de quelles sont les difficultés que rencontre l'entreprise. Et là, on essaye vraiment, là, il est en anglais, de poser des questions pour comprendre qu'est-ce que votre client veut que vous fassiez. C'est quoi la dynamique dans laquelle on est. Profitez du brief, encore une fois, pour pouvoir anticiper les questions à vous poser. Et n'hésitez pas à travailler, vous, déjà sur une liste de questions qui vous permet d'aider. Et là, ce qui se passe souvent, c'est que une fois qu'on a compris le problème, on rentre déjà dans du pitch ou quoi, et parfois on rentre dans du pitch déjà à ce moment-là. Si on se rend compte qu'on n'a pas assez des éléments, n'hésitez pas à re-rentrer dans des logiques de situation parce que vous pouvez rendre compte que les problèmes qui sont évoqués par votre client ou votre prospect ne correspondent pas à votre savoir-faire ou votre compétence, etc. Donc ça, vous pouvez parfois repartir dans la discussion en revenant un peu en arrière pour réouvrir la discussion et repartir potentiellement sur des sujets que vous maîtrisez plus. Mais ça, c'est un peu plus complexe, il faudrait rentrer plus en détail. Donc, une fois que là, vous avez compris la difficulté, la problématique vécue, vous pouvez synthétiser. On rentre dans des logiques d'empathie. Attention, si vous allez dans le pitch, l'engagement diminue. Ce n'est pas le moment de pitcher. Demandez si ce que vous dites est correct. Posez la question clairement. Parce que parfois, vous pensez avoir compris, la personne va vous dire oui, oui, mais pas vraiment finalement, elle veut juste que vous avanciez. Donc là, prenez le temps. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça ressemble à ça? Vous laissez 30 minutes, 30 secondes, 1 minute de temps d'attente et vous voyez ce que la personne vous répond. Et en fonction de ça, parfois, elle-même, elle va partir dans d'autres éléments et ça peut être important pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer justement dans des logiques d'impact. Donc, parfois, les personnes vont directement vous dire, ben oui, parce qu'en fait, merci d'avoir bien compris la situation, parce que nous, finalement, ce qu'on veut faire, c'est ça, parce que le DG, l'année dernière, il nous avait parlé de tel projet, il a absolument besoin que ça se fasse. Et là, parfois, vous pouvez rentrer là-dedans. N'hésitez pas à savoir aussi, une fois que vous avez compris d'un point de vue business, d'un point de vue DG, d'un point de vue supérieur, qu'est-ce qui a été demandé, vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Pourquoi ce projet est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer d'obtenir grâce à ce projet? Si vous avez créé la confiance nécessaire pour y arriver, parfois la personne va vous dire pourquoi c'est important pour elle de réussir le projet. Et ça, c'est important pour vous parce que si demain, elle doit aller vous défendre vous en interne, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas vous qui allez vendre. C'est la personne avec qui vous êtes en contact qui va vendre le fait de travailler avec vous. Et ça, c'est vachement important de l'avoir en tête. C'est votre client qui achète, c'est jamais vous qui vendez. Et donc, en fait, souvent, on se dit, nous, on va vendre, surtout pour des gens dont c'est le métier, alors qu'en fait, en face de vous, en fait, la personne, elle achète. Rendez-vous compte de comment elle achète et pourquoi elle achète. Et c'est ça qui va vous permettre de rentrer avec elle dans la danse. Et donc, poser la question de comment cela va impacter leur équipe, leur business, les résultats de fin d'année, la situation, etc., etc. Soyez dans une logique, là en anglais il y a écrit provocative, là rentrez plus dans de l'affirmation. Là, vous allez pouvoir à un moment donné rentrer dans une posture de
Voilà, là, je rentre dans mon expertise. Là, je vais être dans une logique de conseil. Là, j'ai un avis. Voilà pourquoi moi, je fonctionne de cette manière-là. C'est important au début d'être dans une posture de retrait. Vous posez les questions, vous arrivez. Une fois on est rentré dans cette phase d'empathie, on est d'accord sur la situation. Là, adopter une posture de voilà pourquoi je vous pose ce type de questions-là, voilà moi mon approche, voilà pourquoi je fais comme ci et pas comme ça. Dans la discussion, hein, enfin, il ne faut pas être très rigide, mais en tout cas dans la posture, dans l'état d'esprit. Et là, une fois qu'on a bien saisi l'impact, parce que parfois vous voulez rentrer dans la dynamique de calendrier, de process, mais vous n'avez pas saisi l'impact. En fait, c'est une fois que vous avez saisi l'impact, parce que parfois la personne ne l'a pas elle-même saisi, et là, vous pouvez l'accompagner à l'identifier. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez rentrer dans cette dynamique de confiance, vous permettant de rentrer dans le process de décision. Les personnes clés à contacter, est-ce qu'on peut rencontrer d'autres personnes Qui il faut rencontrer, c'est nécessaire. Vous, en tant qu'interlocuteur, moi, vous, en tant que prospect, monsieur ou madame, avec qui vous allez devoir discuter de ce sujet-là, avec qui, dans quel type de réunion, est-ce que c'est un COMEX, est-ce que c'est une réunion d'équipe, etc., etc. À quel moment vous avez besoin d'une réponse, à quel moment vous avez besoin d'avoir terminer le projet. Parce que vous demandez à quel moment vous avez besoin d'une réponse. La personne va vous dire demain, parce qu'elle elle veut avancer, et parfois, 3 semaines après, elle n'a toujours pas regardé votre devis. Par contre, à quel moment le projet doit être abouti? Ça, c'est une autre question qui vous permet d'avoir des éléments importants et précieux pour vous savoir est-ce que c'est un client avec qui vous avez besoin de travailler tout de suite ou demain? Parce qu'en tant que freelance, vous le savez très bien, on est en difficulté, on a plein de clients et parfois on a peur de perdre un client parce qu'il veut travailler avec nous tout de suite. On croit qu'il veut travailler avec nous tout de suite, mais potentiellement, si on investigue assez, on peut se dire, bon, bah tiens, si je comprends bien, vous avez besoin de travailler plus tard. Et ça permet de savoir si vous pouvez, à un moment donné, laisser une place disponible pour un autre client en ce moment ou pouvoir reporter la relation avec ce client plus tard. Et après, vous pouvez demander qu'est-ce qui se passe si jamais on ne rentre pas tout de suite dans le projet. Et du coup, j'allais dire votre ennemi. Oui, votre ennemi, mais votre concurrent premier, ce ne sont pas les compétiteurs ou les concurrents que vous avez sur le marché, c'est le fait que la personne ne fasse rien. Parce que dans beaucoup de cas, la personne préfère ne rien faire que de prendre des risques. Ou d'attendre parce qu'elle se conforte elle-même dans sa difficulté aujourd'hui. Elle préfère faire comme ça plutôt que de faire différemment. Et ça, c'est votre concurrent numéro un finalement. Et c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de savoir si c'est le cas ou pas. Voilà. Juste un élément quand même important. Quand on a l'impact identifié, parfois on rentre tout de suite dans la partie pitch, un peu, on rentre tout de suite de ah ouais, ok, on va faire ci, ça. Et là, boum, vous retombez en arrière et vous vous trompez. Et du coup, d'où l'important d'aller creuser la partie critical event et les modes de décision pour pouvoir poursuivre et in fine aller sur la partie prochaines étapes. J'ai essayé de le faire en très rapide parce que c'est un peu complexe. Je remets la slide d'avant là qui m'a été demandée dans le déroulé. Donc là, si je vous récapitule, on a le tout début ici. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est dans le déroulé pour faire monter l'engagement de votre prospect. Et on aligne les wagons comme il faut pour pouvoir poursuivre la discussion ensemble. Et là, vous avez le framework, le modèle de discussion parfait. Et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à revoir le replay ou à prendre un screenshot et tout pour avoir ce diagramme-là. Moi, j'ai rêvé à un moment donné de me poser dans ma vie et de me dire comment on fait pour gérer une relation, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ça. J'ai pu peut-être faire plus de 3 000, 4 000, 5 000 rendez-vous. Je ne sais pas, j'avoue, depuis tant d'années. Et en fait, je me suis rendu compte l'année dernière, grâce à une freelance spécialisée sur le sujet sur LinkedIn, que je vous conseille de suivre d'ailleurs, qui s'appelle Laetitia Fall. J'ai découvert cette méthode-là grâce à elle. Et moi, j'utilisais une autre méthode que j'avais un peu adaptée à mon secteur d'activité. Et finalement, il y avait ce sujet-là qui existait déjà, spiced par l'entreprise qui s'appelle Winning by Design. On passe aux questions. J'ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas, c'est à vous. Et je vais essayer d'y répondre de manière la plus claire possible. Et je vois qu'il y en a déjà qui sont dans le chat. Céline, si tu veux.
Alors, effectivement, si vous pouvez poser vos questions, donc les questions en bas à droite, comme ça nous permettra de les trier et surtout de les afficher à l'écran. Donc, question de Delphine. Au bout de combien de temps peut-on relancer un devis quand le prospect dit qu'il revient vers nous et à quelle fréquence? Et combien de fois? Ok, très bonne question. Ça, c'est la classique d'une personne dont c'est le métier de faire du sales, c'est relancer sans trop stresser, sans trop fatiguer les gens. Alors, la première réponse que j'ai à vous donner, c'est tout dépend de la situation, de la relation que vous avez créée avec la personne et des informations que vous avez récoltées. Sur la partie critères de décision et critical event / impact même, ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de qualifier quand est-ce que je peux la relancer. Parce que si la personne vous a dit, nous, là, on est, je ne sais pas, au mois de septembre et que le projet il doit être fait pour le 31 décembre de l'année, clairement, ça vous donne une idée en fait de si vous-même vous savez que vous avez besoin de 2 mois pour travailler sur le sujet, là, relancez-la toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Et encore, ça va dépendre de ce qu'elle va vous dire. Essayez d'identifier si elle a eu une réunion avec son boss ou les personnes décisionnaires. Par exemple, est-ce que vous vous êtes rencontrés le mardi et elle vous dit lundi prochain, on a un codir et on va devoir arbitrer sur le sujet, relancez-la le mardi parce que vous savez qu'il y a le codir. En fait, ce n'est pas une question de quand est-ce que je relance, pourquoi, quelle fréquence, mais c'est quels sont les éléments que vous devez qualifier pendant votre rendez-vous pour savoir quand relancer, avec quoi relancer, parce que ce n'est pas juste est-ce que tu as pu voir le devis où ça en est, c'est prendre des éléments sur lesquels quelles sont les informations que eux vont devoir arbitrer en interne, quels sont les éléments qu'ils ont besoin d'avoir de ta part pour pouvoir prendre une décision, etc., pour pouvoir te dire, tiens, si je relance parce qu'elle m'avait dit qu'elle devait voir mardi, parce qu'elle m'a dit qu'elle devait voir son responsable lundi, avec quels éléments elle va devoir prendre la décision. Et donc, toi, ça te permet, quand tu la relances, d'apporter de la valeur lors de la relance. Donc, c'est toujours le combo timing / valeur apportée dans la relance qui va permettre de faire mouche. Parce que si tu lui dis coucou, est-ce que tu as lu, alors qu'en en fait, tu n'as rien à lui raconter de plus, c'est un peu léger. Et tu vas être là un peu en mode copier-coller de ton mail de la dernière fois. Coucou, pour remonter mon mail dans ta boîte mail. Bon, un peu complexe, quoi. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais redonner le nom de la personne à suivre? Ça a été demandé plusieurs fois. Après, elle est spécialiste dans les sales. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être qui vont vous paraître astronomiques parce que ça sort peut-être de votre métier directement. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants dans ce qu'elle raconte. Elle a quelques vidéos sur YouTube et parfois elle les partage sur LinkedIn en format long où elle, par exemple, elle raconte un peu comment gérer un rendez-vous client, etc. Ça ne sera pas forcément toujours relatif à votre situation, vous, en tant que freelance. Néanmoins, moi, j'aime bien suivre des gens un peu larges au-delà de mes propres compétences pour un peu m'informer et découvrir d'autres choses. Merci. Alors, à quel moment est-ce que tu demandes une idée de budget pour la mission? La partie budget, c'est une fois que vous avez fait monter de manière globale, c'est une fois que vous avez fait monter la sauce. Parce qu'en fait, si vous demandez un budget alors que la personne, elle n'a pas compris elle-même quel était son problème, et elle n'est pas certaine de savoir que vous avez compris son problème, difficile de parler de budget. Parce qu'en fait, le budget tout seul, ça ne veut rien dire. Il y a un truc qu'on apprenait avant en école de commerce, je ne sais pas si on l'apprend toujours, je ne sais pas à quel point c'est toujours d'actu, mais moi je pense que c'est toujours d'actu. Il y a un peu ce truc du triptyque coût, qualité, délai. Et en fait, en fonction de la situation, vous avez coût, qualité, délai. Si vous diminuez les coûts, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif sur les délais et ou sur la qualité. Si vous diminuez la qualité, effectivement, on peut diminuer le coût. Et en fait, de la même manière, la partie budget, elle est à poser en face d'un problème bien identifié, partagé ensemble avec tout ce que ça implique autour et la recherche d'impact. Parce que souvent, on arrive bien à qualifier le problème et on a du mal à qualifier l'impact recherché. Et le contexte interne, politique, machin, qui va faire que votre intervention a plus ou moins de valeur. Et c'est là, en fait, où on pose le budget pour moi. Ce n'est pas forcément au premier rendez-vous. Moi, j'essaie de qualifier toujours un peu au début pour avoir une idée. Surtout que sur Malte, aujourd'hui, le modèle fait qu'on arrive toujours plus ou moins à avoir
un budget estimatif. En tout cas, vous avez votre TJ qui est affiché, donc on sait plus ou moins déjà dans quoi on met les pieds. Donc, je pense que c'est important. Ça, c'est un modèle, c'est un framework, c'est un canevas. Ça vous donne des billes sur comment faire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une recette de cuisine. Vous pouvez l'appliquer de manière stricte. C'est pas pour ça que vous allez la réussir. Sauf si vous avez vraiment strictement fait exactement comme il faut et pour plein de raisons différentes, vous y arrivez. Mais parfois, il manque un peu de sel. Parfois, vous suivez une recette, vous avez du gaz ou du vitrocéramique et ça ne chauffe pas de la même manière. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est comment vous vous appropriez le canevas et en fonction de vous, de votre personnalité et la relation que vous voulez générer et créer avec vos clients. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et une fois que vous avez fait monter vraiment la tension entre le problème identifié, l'impact recherché et la complexité de la situation, là, pour moi, on peut être dans une logique de on va vraiment parler budget dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Bon, on a pas mal de questions et on n'a plus beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à voter pour vos questions préférées. Et comme ça, on va prendre les plus populaires. Question de Anne. Je reçois souvent des offres sur Malte qui sont proposées à plusieurs freelances. Dans ces cas-là, c'est impossible d'avoir davantage de précision. Est-ce qu'il faut quand même envoyer un devis puisque l'échange n'est pas possible? Je peux peut-être donner un début. Puisque la partie stade, effectivement, les clients, ils vont contacter plusieurs freelances. Après, rarement au-delà entre 5 et 10 pour avoir, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne vont pas forcément répondre, des personnes qui ne vont pas être disponibles, etc. Donc, pour avoir un groupe de personnes et pouvoir comparer. Après, ça va rarement au-delà. Donc, vous avez quand même pas mal de chance quand vous êtes déjà dans cette présélection. Donc, effectivement, c'est toujours mieux d'échanger. Donc, je pense qu'il faut toujours répondre. Mais voilà, plus pour la partie stats. Et Nassim, je te laisse compléter pour la partie commerciale. Merci Céline. De toute façon, moi, j'allais partager la même chose de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, c'est entre 5 et 10 propales, enfin recherche, en tout cas, même si moi, en tout cas, sur les projets sur lesquels je travaille ou par le passé, quand je travaillais dans un organisme de formation en entreprise, c'est ce que je constatais, les clients, ils contactaient entre 5 et 10 prestataires selon la nature du projet, le benchmark interne, etc. Ça va dépendre, honnêtement, là, comme ça, je ne sais pas vous répondre de manière absolue. Et je trouve que c'est important d'avoir du détail. Moi, je pense qu'il faut, de la même manière qu'on a un message de prospection de qualité pour aller contacter quelqu'un, là, il faut faire une réponse de qualité, c'est-à-dire de bonjour Intel, j'ai compris votre situation, il s'est passé ça, 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 je me questionne sur tel sujet, ça serait important qu'on en échange. Et donc, dans ta première réponse, apporte déjà de la valeur au fait que tu dois le rencontrer. Parce que la rencontre, parfois les gens ne vont pas identifier l'importance même pour eux-mêmes. Donc toi, suscite de la valeur sur le fait que c'est important de vous rencontrer, ne serait-ce que 30 minutes. Il faut mieux gratter un tout petit peu de discussion plutôt que de ne pas en avoir du tout. Et si tu vois que toi, au bout de 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu n'as pas de réponse, bon, bah, vois à quel moment toi tu veux lui envoyer une proposition ou pas. Moi, à titre personnel, dans un cas où je ne suis pas dans l'urgence d'avoir un client, je suis prêt à ne pas répondre à la personne en disant bah, écoute, je suis désolé, moi je ne peux pas travailler avec toi parce que je n'ai pas les éléments nécessaires qui me permettent d'avancer. Ça, c'est ma posture de base. Ensuite, selon la situation dans laquelle vous êtes et la difficulté, bah, vous pouvez plus ou moins pouvoir gérer un risque de perdre un client. Et auquel cas, là, j'ai envie de vous dire, c'est vous avec vous-même en fonction de ce que vous êtes en capacité de rater comme opportunité. Et je pense que c'est le plus important à avoir en tête parce que la situation des gens est différente d'une personne à une autre. Donc, voilà les deux éléments sur lesquels je peux te répondre. Merci beaucoup, Nassim. Du coup, on va prendre une dernière question de Nadia. Hop. Est-ce que tu aurais des tips pour que ton interlocuteur puisse défendre auprès de son boss? Wow, mais ça, je pense qu'on pourra en faire un Malte Academy à part entière. Mais ce que je peux te dire en rapide, alors plus de tips sur comment mettre l'interlocuteur de notre côté pour qu'il défende notre devis devant son boss. Déjà, je vais faire une analogie. Je ne sais pas si vous avez vu Saturday Night Fever avec, comment il s'appelle, John Travolta, c'est ça? Donc John Travolta, bon, je peux pas le faire. Des fois, quand je suis en formation debout, je fais un petit pas de danse parce que je fais de la danse hip-hop depuis 20 ans, moi, et j'aime bien faire des analogies avec la danse. Et il faut faire la différence entre un show et une danse à deux.
Et en fait, si vous faites le show pendant votre échange, bon, bah, vous n'allez pas l'embarquer, la personne. Elle va vous dire, ouais, trop bien et cool, super propal, je suis content de travailler avec toi, machin, etc. Ouais, génial. Mais il n'y a pas d'engagement. Par contre, si vous êtes vraiment rentré dans la danse avec cette personne-là, vous avez créé la confiance nécessaire, vous êtes vraiment à deux à vivre une expérience collective, commune, c'est là où la personne, elle va vraiment vous défendre parce que vous avez créé de la proximité, vous avez créé l'empathie nécessaire, la confiance qui va vous permettre de dire, bah, c'est avec cette personne que je veux travailler et du coup, je suis prêt à m'engager auprès de mon boss pour bosser avec elle. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce qu'en fait, elle, si elle vous défend vous, c'est qu'elle est prête à vous défendre au sens de, ben, elle n'a pas peur que vous lui fassiez faux bon, elle n'a pas peur que vous vous trompiez, que vous soyez le mauvais choix. Et du coup, si vous êtes le bon choix, pour elle, elle pourra dire à son boss que c'est le bon choix pour nous, l'entreprise. Voilà, on pourrait rentrer dans des détails de comment, etc. Mais ça, c'est l'élément à avoir en tête et ça ne marche pas à 100% parce qu'effectivement, on est des humains et du coup, tout n'est pas lisse. Mais pour moi, c'est vraiment le conseil number one que je donne là-dessus. Merci beaucoup, Nassim. Bon, on a un petit peu dépassé, donc malheureusement, on ne pourra pas répondre aux 2-3 dernières questions. Mais n'hésitez pas, j'ai mis le profil LinkedIn de Nassim dans le chat si jamais vous souhaitez vous connecter. C'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires pour permettre à la communauté de se rencontrer. Donc, n'hésitez pas. Je rajoute aussi un rapide questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. On sera ravis de l'avoir pour faire évoluer nos formats l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup Nassim. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou un conseil pour les personnes qui sont là aujourd'hui. Bah, écoutez, merci à toutes et tous pour votre engagement, votre suivi. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis là, dans Typeform parce que c'est important de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et n'hésitez pas si dans le chat vous pouvez dire ce que vous en avez pensé, ça me permettra aussi d'avoir des éléments. Un conseil, bah, écoutez, prenez du temps pour ça. Franchement, prenez le temps de savoir de quoi vous avez besoin pour bien travailler avec vos prospects, vos clients, pour pouvoir ensuite suivre ce modèle-là et créer de la confiance nécessaire pour créer des relations durables. Ça, je pense que c'est le plus important. En tout cas, merci Céline encore une fois et toujours un plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Avec plaisir. Merci Nassim. Merci à tous pour votre présence. Et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao! Au revoir.